le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est brûlant. On allait dire, c'est le sujet du moment, j'allais dire malheureusement, parce que le sujet, c'est les expulsions locatives et la crise sanitaire. Alors, rappelons quand même que les expulsions, c'est toujours compliqué parce que c'est toujours un échec. Et c'est compliqué pour les locataires qui vont être pincés. Et c'est compliqué, on l'oublie trop souvent, pour les propriétaires qui sont souvent dans de grandes difficultés parce qu'ils ne peuvent pas récupérer leurs biens, ils ont souvent des crédits et puis ils ont toujours les charges qui courent et ça fait vite de l'argent. Et comme vous le savez, les expulsions locatives, c'est un procédé qui est complexe, c'est un procédé qui est long et j'allais dire c'est un procédé qui est inextricable. Voilà, ça c'est ce que je peux dire au début. Alors, avant d'aller plus loin, on a invité, l'UNPI a invité Maître Rossilandi. Alors, Romain Rossilandi, c'est un spécialiste du sujet, c'est un spécialiste des expulsions locatives. Et Dieu sait qu'on a besoin de spécialistes dans ce domaine. Donc, je vais laisser à Maître Rossilandi le soin de se présenter et puis on reprendra la suite. Merci Christophe. Moi, je suis avocat depuis 18 ans et depuis 18 ans, je pratique les expulsions locatives. Et croyez-moi, je me sens, alors je suis évidemment essentiellement un avocat bailleur, mais je défends aussi de temps en temps des locataires, mais 90% de ma clientèle sont des propriétaires bailleurs. Et ça fait 18 ans que je me bats un peu seul dans les prétoires, dans les tribunaux, pour essayer de faire entendre la voix du propriétaire, la voix du bailleur. Croyez-moi, c'est compliqué, puisque toute la procédure, et je vais y venir, est faite autour des droits de la défense, des droits du locataire. Les droits du propriétaire, c'est la portion congrue. Et donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir mener ce combat dans les prétoires et dans les tribunaux. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que mon combat, moi, personnel, que je menais en tant qu'avocat, finalement, on avait beaucoup d'atomes crochus, puisque c'est aussi vous, votre combat à l'UNPI pour défendre les intérêts des propriétaires bailleurs. Et je constate également, et ce sera la fin de mon introduction, que les différentes réformes auxquelles nous avons assisté ces dernières années, que ce soit la loi Elan dernièrement ou la loi Allure encore auparavant, n'ont fait que rajouter des obstacles, des difficultés supplémentaires, des règles administratives parfois très complexes à respecter pour le propriétaire bailleur. Donc la procédure d'expulsion du locataire mauvais payeur, c'est, moi j'appelle ça un parcours du combattant pour le propriétaire bailleur. Et l'objet, je pense, de notre réunion ce soir, c'est que j'essaye de vous donner quelques astuces, si on peut dire ça, en tout cas quelques réflexes à avoir pour essayer d'éviter les nombreux pièges de cette procédure. Il faut les éviter. Et je pense que on a beaucoup à dire, donc 1 heure, je ne sais pas si ça suffira. On verra, voilà. Donc, voilà, Maître Rossilandi va nous donner des outils, Maître Rossilandi va nous donner des conseils. On va l'écouter attentivement, bien sûr. Si on revient un petit peu avant ce qui se passait, on allait dire d'une manière générale avant le Covid. Ce qu'on peut dire avant que le Covid, c'est que les choses étaient quand même plus simples, puisque les procédures d'expulsion avaient lieu toute l'année en dehors de la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'était quoi, rappelons-le? C'était les 5 mois de saison froide et ça allait du 1er novembre au 31 mars. Ça, on allait dire que c'est de l'histoire ancienne, on y reviendra. Et à partir de l'année dernière, depuis l'année dernière, donc depuis 2020, je rappelle que la trêve hivernale, elle s'est transformée en trêve fort longue, puisque l'année dernière, la trêve hivernale, c'est, rappelons-le, terminée le 10 juillet 2020. Donc, vous voyez un petit peu ce qui reste pour se faire. Quand on arrive le 10 juillet, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de procédures d'expulsion qui peuvent arriver au bout du compte. Et puis, cette année, ça a refait encore un petit peu, comment dire, ça fait 2 ans. Et cette année, ça a été le 1er juin. Mais en attendant, on n'avait déjà pas résorbé les dossiers de l'année dernière. Donc maintenant, on se retrouve devant, j'allais dire, une avalanche de propriétaires qui sont toujours démunis, puisqu'ils reçoivent toujours rien. Rappelons pendant ce temps-là que le décompte, il leur est pas favorable, puisque les biens, ils sont toujours occupés. Les charges, elles courent toujours.
Et puis les propriétaires indélicats ou dans le besoin, eh ben, ils sont toujours dans les lieux, et puis tout le monde rigole un petit peu, sauf le propriétaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc la période, elle est ultra courte maintenant pour faire une procédure d'expulsion. Et le premier conseil que j'ai donné moi en tant que président de l'UNPI, c'est de ne pas laisser filer le temps. Les locataires, les propriétaires, ils doivent faire vraiment attention. Ils doivent faire vraiment attention, les propriétaires, et ils doivent tout de suite prendre contact, bien sûr, avec leur chambre UNPI, et puis avec des professionnels aguerris. Les chambres partout en France, eh ben, elles sont un plaisir de les renseigner. Et puis j'allais dire aussi, malheureusement, ben, on le constate tous dans nos chambres. Moi, je suis à côté, je suis président de la chambre d'Auvergne. Et ben, quand on voit des propriétaires qui sont dans le besoin, puis qui arrivent, et puis qui sont démunis, qui ne savent plus comment faire, c'est vrai que ça interpelle. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on avait lancé cette enquête Zoom. Zoo, pardon. Je rappelle aussi que j'avais quand même interpellé Madame la ministre Emmanuelle Wargon sur ce sujet. On va lui faire prochainement, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, un rapport. On va lui rendre compte de notre enquête, de l'enquête Zoo, pour lui dire un petit peu, parce qu'il y a des endroits où ça se passe mal, ça se passe toujours mal, puisque c'est long, c'est coûteux, mais il y a des endroits où ça se passe très mal, puisque les préfets ne jouent pas le jeu. Donc nous, on a commencé à répertorier tout ça. On va faire part des résultats de notre enquête. Et notre enquête, donc la petite enquête où les gens ont répondu pour l'UNPI, on a eu cette enquête flash, on a eu exactement 2326 réponses. 2326 réponses. Il y a 1800 adhérents qui ont répondu, il y a 527 non-adhérents qui n'ont pas répondu. On a tout listé et puis nous, on joue le jeu de la transparence avec le ministère. Donc, bien sûr qu'on fournira tous ces chiffres au cabinet de la ministre. Et ce que je vois quand même, c'est que dans les réponses, c'est toujours compliqué, c'est toujours long, c'est toujours cher. Ça, c'est 1700 réponses. Compliqué, long, cher. 1700 réponses. Et de l'autre côté, c'est encore pire. C'est encore pire, puisque de l'autre côté, on a 601 réponses, et là, elles sont documentées, puisque Élodie nous a fait un rapport circonstancié, j'allais dire, avec toutes les observations des bailleurs dans le besoin, avec les difficultés qu'ils rencontrent. Et là, on a 601 réponses, avec des gens qui sont au bout du rouleau, puisque là, ils ont été au bout de l'action. Ils ont suivi, ils ont fait confiance à la justice et ils se retrouvent démunis puisque ces 601 personnes, ils ont les résultats, les décisions, sauf qu'ils n'ont pas le recours à l'ordre public. Et ça fait quand même 25% des cas. Donc, dans 25% des cas, même quand on a été au bout des procédures, eh ben, on est devant un mur. Donc là, je vais laisser la parole à Romain Rossilandi qui va vous conseiller, qui va vous donner plusieurs étapes, hein, je pense 4 étapes, Maître. Et puis après, une fois qu'on aura fait un tour de piste, j'allais dire, de remède, entre guillemets, et ben on répondra à vos questions. Et puis si on voit que c'est court, puisque je vous rappelle que le format, il est sur 1h30, si on voit que c'est court et qu'il y a beaucoup de réponses qui n'ont pas pu être apportées, et ben on refera évidemment une deuxième série. Maître, vous avez la parole. Merci. Alors, je vais essayer d'être synthétique. C'est pas facile, puisque voilà, cette procédure d'expulsion est vraiment complexe. On peut la décomposer en 4 étapes. Et donc, je vais vous développer chacune de ces 4 étapes. La première étape, c'est le commandement de payer visant la clause résolutoire. La deuxième étape, c'est l'assignation en résiliation et expulsion devant le tribunal. La troisième étape, c'est la procédure judiciaire elle-même devant ce tribunal. Et la quatrième étape, qui est la plus compliquée, et votre étude le confirme, c'est l'exécution de l'expulsion, de la mesure d'expulsion, qui, elle, dépend du bon vouloir de l'administration, c'est-à-dire du préfet. Et ça, c'est l'étape, à mon avis, la plus compliquée à obtenir. Alors, première étape, le commandement de payer visant la clause résolutoire. Il faut comprendre que cette étape, elle est essentielle, j'insiste là-dessus, en tant que praticien, parce que c'est le premier réflexe que doit avoir le propriétaire bailleur dès qu'il y a des loyers impayés. Il ne faut pas attendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Il faut tout de suite, dès qu'il y a 1 mois de loyer impayé, délivrer un commandement de payer par huissier à son locataire.
Ce commandement de payer, il est essentiel parce que dans la plupart des baux, quasiment 90% des baux, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire. Et cette clause résolutoire doit être reproduite dans le commandement de payer de l'huissier. Pourquoi c'est important? Parce que le commandement de payer est délivré par l'huissier au locataire. Le locataire a 2 mois pour payer. Si le locataire ne paye pas dans les 2 mois, automatiquement son bail est résilié. Et le juge ne pourra rien faire. Le bail est automatiquement résilié à partir du moment où le locataire ne respecte pas le délai de 2 mois. Croyez-moi, dans mes dossiers d'expulsion, c'est très rare que le locataire règle l'intégralité de la dette à l'intérieur du délai de 2 mois. Donc, premier conseil, hyper important. Premier conseil hyper important, le commandement de payer visant la clause résolutoire, il faut vraiment ne pas tarder à le faire délivrer par un huissier de justice. Et il faut surtout que ce commandement, parce qu'il y a des pièges à éviter, reproduise bien la clause résolutoire. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une photocopie de la clause résolutoire qui est dans le bail et on la joint au commandement de payer. Les huissiers savent, c'est leur boulot, mais il faut quand même vérifier. On a déjà vu parfois qu'il y a une photocopie qui n'est pas très bien faite, où la clause résolutoire n'est pas très lisible, et le juge vous dit, ben non, vous n'êtes pas recevable, votre clause résolutoire n'a pas été reproduite. Alors vous verrez que le législateur est venu rajouter des obligations invraisemblables pour ce commandement de payer. C'est ce qu'on appelle l'article 24 de la loi du 6 juillet 89. Je vous épargne, il fait 2 pages, l'article 24, il est comme ça. C'est absolument imbitable, absolument incompréhensible, et malheureusement, ce sont des obligations que doivent respecter les commandements de payer. Donc, il y a tout un tas de mentions obligatoires à reproduire, et surtout, alors que ça, c'est le travail de l'huissier, mais il faut bien faire attention, surtout, il est important que ce commandement de payer soit dénoncé à la CAPEX. Qu'est-ce que c'est la CAPEX? C'est aussi une nouveauté de la loi Allure. C'est la commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives. Si vous ne dénoncez pas votre commandement à la CAPEX, je vous épargne, il y a des seuils de montant de loyer, etc. Mais il faut le faire. Moi, le conseil que je donne, c'est faites-le, dénoncez systématiquement le commandement à la CAPEX pour éviter tout débat, toute difficulté. Si vous ne le faites pas, vous serez déclaré irrecevable devant le juge. Donc, la première chose que font les juges quand ils reçoivent un dossier d'expulsion, est-ce que vous avez dénoncé votre commandement à la CAPEX? Voilà. Donc, normalement, c'est fait parce que les huissiers de justice le savent. Donc, je ne suis pas trop inquiet avec la dénonciation à la CAPEX, mais il faut quand même surveiller et bien demander à l'huissier qu'il le fasse parce que parfois, ils oublient ou alors ils ne le font pas dans le délai. Ça, c'est donc la première étape essentielle, le commandement de payer. C'est ça qui permet d'engager la procédure d'expulsion. Donc, j'en arrive à la deuxième étape, qui est donc l'assignation en référé. L'assignation, c'est le document qui permet de saisir le tribunal. Donc, en général, c'est rédigé. Alors, je précise qu'une assignation, vous pouvez le faire vous-même. On n'est pas obligé de prendre un avocat pour aller engager une procédure en résiliation de bail. Maintenant, je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense que le recours à un avocat est absolument recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, parce qu'une assignation, ça ne se rédige pas comme ça, en un bout de papier, mon locataire me doit tant, il n'a pas payé, je demande son expulsion. Il y a tout un formalisme aussi, extrêmement important et extrêmement lourd à respecter. Il faut savoir déjà devant quel juge on va. Alors, avant, tout le monde nous disait on va devant le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance n'existe plus. Aujourd'hui, ça s'appelle, et je trouve que c'est assez révélateur aussi de la place du propriétaire, ça s'appelle le juge des contentieux de la protection. Il faut m'expliquer pourquoi on va demander une expulsion à un juge des contentieux de la protection. Ça, il faudra demander au législateur. En tout cas, le tribunal d'instance n'existe plus, c'est le juge des contentieux de la protection qui est compétent pour examiner la demande du bailleur en résiliation de bail. Donc, c'est le lieu de situation de l'immeuble, ça n'a pas changé. Donc, vous avez un appartement qui est loué à Chartres, vous allez devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, qui dépend du tribunal de proximité. Ça, c'est pas compliqué. La question qu'on peut souvent se poser en tant que propriétaire, c'est est-ce que je vais en référé ou est-ce que je vais devant le juge du fond? Alors, on est souvent tenté d'aller en référé parce qu'effectivement, on pense que c'est plus rapide. Encore que, moi, j'ai des cas où il y a des audiencements au fond qui sont plus rapides que les audiencements en référé à cause de l'encombrement de certains tribunaux. Donc, c'est pas forcément un bon calcul. Et surtout, en référé,
c'est parfois, pardonnez-moi l'expression, un peu casse-gueule, parce que le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Et si il y a la moindre contestation du locataire qui pourrait être considérée comme sérieuse par le juge des référés, exemple, le commandement de payer qui serait pas, la clause résolutoire serait pas très claire, serait pas bien reproduite, etc., ça peut suffire à ce que le juge des référés se déclare incompétent et vous dise « mais monsieur, je ne suis pas compétent, retournez devant le juge du fond ». Voilà, premier débat, et ça, parfois, apprécier si on va en référé ou si on va au fond, c'est pas facile, donc il vaut mieux faire appel à un professionnel qui pourra vous conseiller. Alors, le piège principal au stade de l'assignation, j'insiste là-dessus, et ça, il y a beaucoup même d'avocats qui ne le savent pas, je le vois malheureusement souvent dans les audiences, c'est que votre assignation doit être délivrée par un huissier de justice à votre locataire au moins 2 mois avant l'audience. Ce délai de 2 mois, il est légal. Si vous faites moins de 2 mois, vous serez retoqué devant le juge. On vous dira, vous n'avez pas respecté le délai de 2 mois. Donc, vous avez fait le calcul, on a déjà eu un délai de 2 mois pour le commandement de payer la première étape, et là, on a encore un délai de 2 mois pour prendre une date d'audience. Alors, je vous rassure, ce délai de 2 mois, il est assez facile, malheureusement, à respecter, parce que l'audiencement de certains tribunaux, parfois on attend pour avoir des dates d'audience, en tout cas à Paris, en région parisienne, même en référé, on a des dates d'audience à 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'ai même eu parfois à 9, 10 mois. Ça dépend des périodes. En ce moment, on est à combien? En ce moment, à Paris, ça va un peu mieux depuis qu'ils ont créé le nouveau tribunal, ça dépend de Clichy, donc c'est un peu plus rapide, mais en général, c'est un audiencement à 4-5 mois. D'accord. À peu près. Donc, l'importance de l'assignation, c'est qu'effectivement, il faut bien respecter ce formalisme et bien la dénoncer au préfet au moins 2 mois avant l'audience, et surtout, il faut respecter ce délai de 2 mois parce que sinon, le juge va se faire un plaisir de vous dire « ça fait un dossier en moins à traiter, j'ai beaucoup de travail, donc vous reviendrez plus tard ». Donc, vous avez perdu vous aurez perdu 4 mois si effectivement vous ne respectez pas cette formalité. On a perdu 4 mois, on peut dire donc qu'on a perdu une année. Eh ben oui, évidemment. Il faut le traduire en année, puisque 4 mois, moi si je vois l'année dernière, c'était le 10 juillet, donc 4 mois, 10 juillet, 10 août, 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre, on a tout été fait, c'est impossible, mais pour dire on est déjà plus dans les clous. Et cette année non plus, puisque cette année, on était sur le 1er juin, et c'est pareil, donc là déjà, il faut traduire ces 4 mois, mais je pense qu'on n'a pas perdu 4 mois, on a perdu 1 an. Oui. C'est ça. Je dis un mot juste parce que je vous parlais du référé ou du fond. Quand on a un locataire qui ne paye pas son loyer, qu'on a une clause résolutoire qui est acquise puisque le commandement a bien été délivré, qu'il n'y a pas eu de paiement dans les 2 mois, moi je conseille quand même d'aller en référé. En revanche, quand il s'agit d'un locataire qui paye son loyer, mais qui par exemple se maintient dans les lieux à la fin de son congé, vous lui avez délivré congé par exemple pour reprise parce que vous voulez loger vos enfants dans l'appartement et que le locataire ne part pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas le sortir comme ça, il faut faire une procédure. C'est la même procédure. C'est d'ailleurs la même, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler une prochaine fois pour les squatteurs. Mais donc, on rassure tout le monde, on fera un sujet à part pour oui, les parce que squatteurs, ça mérite. Parce que c'est un vrai sujet, et peut-être qu'on n'aura pas assez d'ailleurs d'une fois, peut-être qu'il faudra qu'on fasse 2 fois sur les squatteurs. Alors, on continue avec ce qu'on appelle l'occupant sans droit d'identité, c'est-à-dire l'occupant qui avait un bail, mais le bail est résilié puisqu'il s'est maintenu. Lui, si vous allez l'assigner en référé en validation de congé, vous prenez un risque. Puisque franchement, le juge des référés va vous dire « Ouh là là, le congé, c'est pas si évident que ça, il y a des discussions, est-ce que c'est vraiment pour y loger votre fils, etc. » Maintenant, il faut comprendre que le juge, il a le pouvoir depuis la loi Allure de contrôler a priori le motif du congé. Donc, il faut que vous prouviez dès le stade du congé que votre volonté de reprendre cet appartement pour y loger vos enfants est sincère. C'est pas évident. Donc, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est un conseil pratique que je vous donne. Il faut vraiment que dans votre congé, vous demandez à l'huissier de bien expliquer pourquoi votre enfant a besoin de reprendre cet appartement. Il ne faut pas juste contrôler de dire il va y habiter. Il faut dire qu'il va y habiter parce que, je ne sais pas, il doit suivre des cours à la Sorbonne et donc il a besoin d'avoir un appartement à Paris. Il faut vraiment, dès le stade du congé, expliquer pourquoi vous donnez congé et pourquoi vous avez besoin de reprendre le logement. Le contrôle du juge est extrêmement poussé là-dessus. Donc, pour ces dossiers-là de validation de congé, on oublie le référé, on va devant le juge du fond. J'en arrive à la 3e étape, qui est la procédure elle-même judiciaire devant le juge des contentieux de la protection.
Alors, j'en parlais tout à l'heure, il faut comprendre que ça va dépendre beaucoup de votre région, d'un tribunal à l'autre. Les délais d'audiencement, c'est pas vous qui choisissez votre date d'audience. Quand vous voulez prendre une date d'audience, vous prenez la date qu'on vous propose. En général, on demande au greffe quelle est la première date utile. Ils vous disent, maître, c'est le 25 février. On est au mois de septembre. Bon, ben, j'ai pas le choix, je peux pas avoir de date plus tôt. Alors là, maître, je vous interromps, mais Ouais. de ce qu'on voit dans les retours, c'est que c'est pas long. C'est très, très long. Ben oui. Alors, Paris, c'est relativement rapide. La banlieue, c'est beaucoup plus long. Et je sais qu'en province, il y a des tribunaux où c'est des mois et des mois d'attente pour avoir une date d'audience. Ah ben, de ce qu'on voit dans les départements, vous voyez, moi je prends Bouches-du-Rhône, Nord, Saône-et-Loire, Ardèche, je prends vraiment des départements au hasard, Indre-et-Loire, Meurthe-et-Moselle. Je vois qu'on nous parle, on est à 6 mois là. Ben oui, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas. Donc, même en référé. Donc, les délais d'audiencement, il faut bien comprendre qu'on ne les maîtrise pas. Donc, ça, c'est des délais que vous prenez, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, vous avez déjà eu vos 4 mois minimum avant, et maintenant, vous avez un audiencement. Donc, vous avez une assignation, je ne sais pas, à 6 mois plus tard, vous aurez une date d'audience. Donc, vous pensez que ça sera réglé à la première audience? Pas du tout. Il faut comprendre que votre locataire, et ça c'est tout à fait normal, je suis avocat, je ne vais pas dire le contraire, il a des droits, il a le droit de se défendre, il a le droit à un avocat. En général, ce qui se passe, c'est qu'il prend un avocat parfois qui est désigné à l'aide juridictionnelle et qui se manifeste la veille de l'audience ou même pire, le jour de l'audience. Vous arrivez pensant plaider votre dossier et finalement, il y a un avocat qui se présente, qui dit « Coucou, c'est moi, je suis l'avocat de votre locataire et je demande le renvoi parce qu'il a demandé l'aide juridictionnelle. » Donc, rappelez l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est l'État qui finance tout simplement les droits de la défense en fonction de si votre locataire, c'est évidemment soumis à revenus, hein, en fonction de vos revenus, vous avez le droit à un avocat gratuit puisqu'il est pris en charge par l'aide juridictionnelle, donc par l'État, par nos impôts. Donc, votre locataire qui ne paye plus de loyer depuis parfois plusieurs années va être défendu parfois gratuitement par un avocat qui, évidemment, va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va faire traîner la procédure. Et donc, la première audience, s'il y a un avocat qui se présente et qui demande un renvoi, il n'a même pas besoin de justificatif, il n'a même pas besoin de le plaider, ça sera automatiquement accordé. Donc, on peut perdre encore 2-3 mois, parce que les renvois, c'est jamais une semaine plus tard. Un renvoi, c'est 3 mois plus tard, en général, 2 ou 3 mois plus tard. Donc, vous perdez 2 ou 3 mois. Ça peut avoir son incidence quand on s'approche de la période hivernale. Vous voyez où je veux en venir? On va en reparler tout à l'heure. Tout à fait où vous voulez en venir. Deuxième audience, l'avocat vous redemande un renvoi parce qu'il se dit « Ah, ben, j'ai pas reçu vos pièces, ou parce que j'ai été malade, ou parce que machin ». Ça, je le vois assez régulièrement. Donc, c'est souvent envoyé 2 fois, voire 3 fois. En général, c'est un maximum quand même. Au bout d'un moment, les magistrats doivent évacuer les dossiers. Donc, mais les dossiers traînent. Donc, l'audience peut être longue à obtenir. Et la plaidoirie, finalement, ne se fait pas forcément à la première audience, se fait parfois à la deuxième, voire à la troisième audience, donc plusieurs mois plus tard. Alors, pendant l'audience, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent aussi la surprise pour le propriétaire. Vous avez rédigé votre assignation, vous avez un décompte actualisé de votre dette locative, parce qu'il ne faut pas se leurrer, 9 fois sur 10, entre le moment où vous avez assigné et le moment où l'audience se plaide, la dette locative, elle a explosé. Ça, c'est en tant que patricien, c'est très rare que la dette diminue entre le moment où l'assignation est délivrée et le moment où l'audience arrive. Donc, vous arrivez avec un décompte actualisé. Et puis là, on va encore vous faire des difficultés. On va vous dire, ah, mais ce n'est pas contradictoire. Vous n'avez pas communiqué votre décompte à votre locataire. Comme si votre locataire ne savait pas qu'il n'avait pas payé son loyer. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Et il faut bien comprendre que le juge, alors si c'est une acquisition de clause résolutoire, comme je vous l'ai dit, effectivement, il est obligé de constater que le locataire n'a pas payé dans les 2 mois, mais il lui reste une possibilité au juge, c'est, et ça je le vois souvent, il peut décider de suspendre les effets de la clause résolutoire, il ne peut pas l'annuler puisque c'est juridique, mais il peut suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais à votre locataire s'il considère que votre locataire est de bonne foi. Bon, ça c'est une condition de la loi, mais en général, c'est pas vraiment dans les débats, et surtout s'il considère que votre locataire est en mesure de régler sa dette. C'est-à-dire, il doit régler le loyer courant et il peut régler sa dette locative. Et attention, le juge peut accorder d'office, même si le locataire ne demande pas, des délais qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Un échéancier. Un échéancier. Alors là, le conseil que je donne, parce que si ça vous arrive, parce que c'est assez fréquent ça, et c'est, bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est assez fréquent. Ce qu'il faut faire, c'est très important, c'est si le juge se décide à accorder des délais,
Moi, ce que je demande toujours, j'ai dit à ce moment-là, très bien, vous accordez des délais, mais je veux ce qu'on appelle une déchéance du terme. Ce qui veut dire quoi dans notre jargon? Grosso modo, c'est-à-dire que si le locataire ne respecte pas une seule échéance, il redevient immédiatement expulsable sans qu'on soit besoin de repasser par la case tribunal. Vous voyez l'intérêt du truc. Répétez le texte. Je répète, il faut demander, et les juges le savent, et si on ne le demande pas, ils ne le font pas forcément. Il faut demander ce qu'on appelle une déchéance du terme pour permettre l'expulsion du locataire sans repasser par la case tribunal si jamais ce dernier ne respecte pas l'échéancier. Imaginons qu'il ait un échéancier de 36 mois et qu'au bout de 20 mois, il y a le 20e mois qui n'est pas payé. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas besoin de retourner devant le juge, vous allez voir votre huissier, vous lui montrez le jugement qui avait accordé l'échéancier et vous voyez qu'il y a une déchéance du terme, donc il n'a pas payé effectivement la 20e mensualité, donc vous pouvez reprendre la procédure d'expulsion sans repasser. Donc, encore une fois, il faut être réactif, il faut suivre et il faut tout de suite relancer et retourner voir l'huissier immédiatement dès qu'on a le dans cette hypothèse-là, effectivement, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut proscrire. Il faut vraiment être derrière son huissier, être derrière son avocat et ne pas laisser la situation s'envenimer. Pour en finir sur l'audience, parce que c'est un peu, il faut aller, je vous invite à aller voir des audiences. Si vous avez, c'est quelque chose, c'est un peu terrible, mais c'est, moi, je plaidais les dossiers il y a 15 ans, quand je plaidais les dossiers d'expulsion, je vous en parlais tout à l'heure, il y a 15 ans, j'étais un jeune avocat et j'avais un peu honte de plaider les dossiers et de demander l'expulsion de locataires. Donc, je plaidais les dossiers mezzo voce. Je n'étais pas fier de moi. Et depuis quelques années, je me suis rendu compte que ça servait à rien, en fait, que de toute manière, il y avait tellement de situations où mes clients étaient eux-mêmes dans des difficultés absolument dramatiques. J'ai eu des cas où les clients ne pouvaient plus rembourser leur crédit et risquaient de se faire saisir leurs biens par la banque. Voilà, parce que le locataire ne payait pas. Moi, ce que je vois, les auditions que je vois, c'est ça. Moi, les adhérents que je vois, c'est des gens qui sont au bout du rouleau, qui ont attendu depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Et là, je lis encore, je suis en train de lire pendant que vous exposez, et je vois des gens, même j'ai encore des 4 ans, 5 ans. Mais bien sûr. Donc, et pendant ce temps, les impôts, je rappelle que tout court. Hein, et ça, je veux dire, le tribunal s'en fout, excusez-moi, mais la situation du bailleur, elle ne rentre pas en considération. Donc moi, je me bats depuis 15 ans, 18 ans maintenant, dans les tribunaux pour essayer de faire entendre la voix du bailleur sur ce plan-là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai l'impression que mon discours, mes plaidoiries commencent à un peu avoir des faits, à tel point que j'en arrive même à plaider. Ça, je vous racontais ça, j'ai eu cette anecdote, c'était il n'y a pas si longtemps. Je dis même aux locataires, c'est presque, monsieur, votre intérêt que le juge ordonne votre expulsion, c'est puisque votre logement social que vous attendez depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous allez devenir prioritaire. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sous la menace directe de l'expulsion, c'est tout l'effet pervers du système, vous devenez prioritaire pour avoir un logement social. Et donc j'ai même eu des cas où le locataire lui-même demandait au juge, il s'associait à ma demande d'expulsion et disait, moi aussi, je prononçais mon expulsion, comme ça j'aurai mon logement social. Donc on marche complètement sur la tête, et c'est malheureusement tout le système qui est comme ça. Donc il faut comprendre qu'une fois que vous avez plaidé votre dossier, le juge ne rend pas sa décision tout de suite. Il ne va pas la rendre sur le siège, il ne va pas dire « Ok, j'ordonne l'expulsion ». Il va mettre en délibéré. Et le délibéré, c'est jamais 1 mois, c'est 2 mois, 3 mois. Donc on attend encore. Vous voyez, les délais s'accumulent. Donc finalement, on obtient une décision. Là aussi, les délais de délibéré, ça dépend des tribunaux. Moi, il m'est arrivé d'avoir des cas où on avait annoncé une décision pour le 1er juin, qui finalement est rendue le 1er octobre. Et on n'a souvent pas d'informations, on n'est même pas informé. Donc il faut passer les coups de téléphone, savoir ce qui se passe, etc. Parfois, donc toujours de la réactivité, toujours relancer. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose. On est dépendant du tribunal. Donc on ne peut rien faire à part essayer de savoir ce qui se passe. Donc les délibérés, ce n'est pas rendu sur le siège, donc les délais continuent à s'allonger. Donc on en est à la 3e étape, on a fini la 3e étape. Imaginons que vous avez obtenu, normalement c'est quand même 99% du temps, quand un locataire ne paye pas son loyer, on obtient quand même une décision d'expulsion, alors parfois avec des délais, mais il y a une décision d'expulsion. Qu'est-ce qu'il faut faire? On arrive à la 4e étape. Et alors là, je pense que c'est là où on a le plus de choses à dire, c'est là où je crois qu'effectivement, on marche sur la tête. La 4e étape, c'est ce que j'appelle l'exécution de l'expulsion. C'est bien d'avoir une décision de justice qui ordonne l'expulsion de votre locataire, encore faut-il l'exécuter dans les faits. Il faut que votre locataire puisse libérer les lieux et soit conduit, parfois malheureusement manu militari, dehors.
Et donc là, on a besoin de qui? On a besoin du préfet, on a besoin du concours de la force publique. Et c'est là, je peux vous dire, maître, c'est là que les choses se gâtent, puisque on le voit tous les jours dans nos chambres de propriétaires partout en France. Et c'est là qu'on va avoir besoin de conseils avisés. Et c'est là aussi qu'on peut rappeler à tous nos adhérents et puis aux gens qui nous rejoindront que si on n'a pas été diligent avant, eh ben les choses vont être encore plus compliquées parce que pour avoir le recours à la force publique, eh ben je ne veux pas vous lire tous les témoignages, mais il y a un vrai problème, il y a un réel problème, puisque j'allais dire un coup sur deux ou un coup sur trois à minima, et ben le recours à la force publique, il n'est pas donné par le préfet, et donc on est toujours au point mort, alors que le propriétaire, il a le jugement en main. Oui, alors je vais y revenir. Vous avez votre jugement d'expulsion ou votre ordonnance de référé qui ordonne l'expulsion. Il faut le signifier par huissier à votre locataire pour que ce dernier puisse faire valoir ses droits, c'est-à-dire éventuellement faire appel. Si c'est une ordonnance de référé, le délai d'appel est de 15 jours. Si c'est un jugement, le délai d'appel est de 1 mois. Mais surtout, c'est très important, il ne faut pas oublier, vous devez également lui délivrer un commandement de quitter les lieux. Ça, c'est obligatoire. Et ce commandement de quitter les lieux, c'est encore une obligation légale, prévoit que votre locataire, c'est pour laisser un délai de 2 mois à votre locataire le temps qu'il puisse s'organiser pour organiser son déménagement. Concrètement, c'est ça qu'il y avait dans l'esprit du législateur. Comme si votre locataire, depuis 2 ans de procédure, parce qu'on est peut-être à 2 ans là, j'en sais rien. Là, on en est gentiment à 2 ans. Bon, vous avez le moral, mais là, je peux vous dire que c'est... Peut-être pas à 2 ans, si vous venez chez moi, ça sera plus court. Oui, mais là, vous êtes à 12 mois de procédure. Vous êtes à 12 mois de procédure, comme s'il n'avait pas eu le temps, votre locataire, d'organiser son relogement. Il sait très bien que finalement, son expulsion va être ordonnée. Bon. Donc, on n'y peut rien, c'est l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui interdit en effet toute expulsion avant l'expiration de ce fameux délai de 2 mois suivant le commandement d'avoir acquitté les lieux. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Le conseil que je donne, conseil pratique, nos amis huissiers, en général, ils vous facturent la signification, ils disent je me déplace une première fois pour signifier la décision et je me déplace une deuxième fois pour signifier le commandement de quitter les lieux. Moi, je demande à mes huissiers de signifier les 2 actes en même temps. Ça coûtera moins cher, c'est juste comme ça, et surtout, ça gagnera du temps. Donc, ils signifient la décision et en même temps, ils signifient un commandement de quitter les lieux. Comme ça, on fait courir le délai de 2 mois tout de suite. On ne perd pas encore 15 jours, etc. Alors, c'est là où ça va encore se compliquer, puisqu'on est dans ce délai de 2 mois, commandement de quitter les lieux. Votre locataire, il a des droits. Et il a la possibilité de contester le commandement de quitter les lieux, alors qu'il y a une décision de justice qui a ordonné son expulsion. Et pour ça, il y a une procédure qui se passe devant le juge de l'exécution, ce qu'on appelle le GEX. Et le juge de l'exécution, lui, n'est pas compétent pour revenir sur la mesure d'expulsion qui a été ordonnée, ce qui a été décidé par le juge. En revanche, il est compétent pour accorder un délai de grâce au locataire, une fois que l'ordonnance d'expulsion a été ordonnée par le juge. Et donc, la plupart des locataires, pas tous, mais les locataires mauvais payeurs, entre guillemets un peu informés, font systématiquement des recours devant le GEX. C'est facile, c'est une requête, un formulaire SARFA à remplir. Et tant que le recours devant le GEX n'a pas été purgé, si je puis dire, c'est-à-dire tant que l'audience du GEX n'a pas eu lieu, c'est pas écrit dans les textes que je vous dis, mais la pratique veut que le préfet n'accorde pas le concours de la force publique parce qu'il dira qu'il y a encore des décisions de justice qui doivent être rendues. Donc c'est un moyen très pratique pour l'occupant de retarder l'échéance. Donc devant le juge de l'exécution, il peut demander des délais, le locataire, et là encore, le juge de l'exécution peut accorder des délais, alors toujours en fonction de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Des démarches qui ont été faites par le locataire, par exemple, pour se reloger, s'il justifie avoir fait des démarches et qu'il démontre qu'il n'a pas pu se reloger, qu'il a eu des refus parce que son dossier passait pas, etc., qu'il s'est inscrit pour avoir un logement social, qu'il n'a pas obtenu de logement social, qu'il a fait une demande de FSL, etc., un recours d'ALLO, il peut effectivement obtenir des délais supplémentaires. Le propriétaire, il n'a pas grand-chose à dire. Alors là aussi, c'est un combat que je mène parce que le texte du Code des procédures civiles d'exécution dit que le juge, dans son estimation, dans son appréciation, quand le locataire demande un délai de grâce,
doit également apprécier la situation respective des parties. Donc, il doit également apprécier la situation du bailleur. Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand votre locataire a saisi le GEX, le juge de l'exécution d'une demande de délai, de vous défendre. Vous pouvez vous défendre vous-même, vous pouvez prendre l'avocat, mais vous pouvez vous défendre vous-même. Allez à l'audience, présentez-vous, dites ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas accorder des délais parce que moi je suis dans une situation difficile, j'ai un crédit à rembourser. Allez-y, communiquez vos pièces, apportez des preuves. Il faut que vous vous fassiez entendre, il faut que le juge de l'exécution vous voie, il faut qu'il sache qu'il y a derrière le non-bailleur, il y a quelqu'un, il y a une personne physique qui a des difficultés. Donc vraiment, c'est important. Vous pouvez y aller et je pense qu'il y a un combat à mener aussi de ce côté-là parce que les délais, le juge d'exécution les accorde effectivement, ça dépend des GEX. Hein. Il y en a qui sont très généreux, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais c'est surtout parfois un recours qui permet tout simplement de gagner juste du temps parce qu'on sait que pendant ce temps-là, le préfet il va dire non, j'accorde pas le concours de la force publique. Alors, vous avez compris que les délais, ils dépendent évidemment du juge, mais après, ils dépendent du préfet. Et alors, on va dire un mot sur la trêve hivernale, parce que ça se cumule avec la trêve hivernale. Si, par exemple, vous obtenez votre décision d'expulsion en juin, vous vous dites, c'est bon, je vais pouvoir l'expulser avant la trêve hivernale le 1er novembre. Pas si sûr. Parce qu'il y a ce fameux délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux. Donc, le 1er juin, vous avez votre décision. Le commandement de quitter les lieux, il ne sera pas délivré le 1er juin, il sera délivré le temps que celui-ci va se passer 15 jours. Donc, il va être délivré le 15 juin. On arrive au 15 août. 15 août, qu'est-ce qu'il fait? Il doit partir, il n'a toujours pas compris. Il saisit le GEX. Le GEX, audience en octobre. Parce que c'est à peu près l'audiencement en général, le GEX, 2 à 3 mois. Donc, au 15 octobre, vous aurez une audience GEX. Il rendra sa décision le 15 novembre. Là, ça fait déjà 2 mois. Là. Mais c'est terminé. C'est même pas 3. Donc, déjà, on est déjà en dehors des clous. Voilà. Donc c'est 1 an. Donc, c'est classique. Donc, voilà. Il faut prendre en compte la trêve hivernale. Alors, je voudrais en profiter pour dire un mot là-dessus. Il y a beaucoup de mes clients qui pensent, c'est une fausse croyance, que pendant la trêve hivernale, on ne peut pas faire la procédure d'expulsion. Alors, on avait une question là-dessus. Regardez, maître, là. Il n'est pas possible de lancer la procédure à n'importe quel moment de l'année, indépendamment de la période autorisée d'expulsion. Ah ben alors, très bonne question, justement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la question. Et ça, c'est vraiment important. Michel Grenu. Le commandement de paix dont je vous parlais tout à l'heure, l'assignation en référé dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez la délivrer à tout moment dans l'année, même pendant l'hiver. Il n'y a aucune raison d'attendre pour lancer sa procédure d'expulsion. Ce qu'on ne peut pas faire pendant la trêve hivernale, c'est expulser manu militari l'occupant, si vous voulez. C'est pas lancer la procédure, là, c'est pas la procédure judiciaire, ça, on peut la faire à tout moment. Et au contraire, il faut le faire le plus vite possible. Donc, la trêve hivernale, ça concerne en fait les dossiers qui ont déjà été jugés. Vous avez obtenu une décision d'expulsion, une décision de justice qui ordonne l'expulsion. Si malheureusement cette décision n'a pas pu être exécutée avant la trêve hivernale, effectivement, ça va protéger l'occupant. Et vous serez obligé d'attendre le printemps suivant pour pouvoir la mettre en œuvre. Enfin, le printemps ou l'été, les 2 dernières années. Voilà, avec le Covid, rappelons que c'était juillet et juin pour cette année. Les 2 dernières années, vous l'avez dit, alors moi, mes dossiers d'expulsion de 2018, donc des jugements d'expulsion ordonnés par un juge en 2018, ont tous été finalement exécutés en 2021. Et 2019 aussi, ça y est. Maintenant, 2020, il y a eu un encombrement, évidemment, à la préfecture et même les huissiers de justice. C'est très compliqué d'organiser une expulsion. Il faut appeler un commissaire de police, il faut des témoins, etc. Quand on se retrouve sur 2 mois et demi pour faire toutes les expulsions, évidemment, ça coince. Il y a engorgement, c'est facile à comprendre. Alors, la dernière étape pour pouvoir effectivement mener à bien la procédure d'expulsion, c'est ce fameux concours de la force publique. Et là, normalement, il faut se montrer patient parce que j'ai vu rapidement votre étude. Alors, vous avez vu, là on a 600 réponses là, qui sont détaillées. Et ce que je vois dans ces 600 réponses, là, c'est que la force publique, elle est refusée. Donc, vous allez nous dire comment vous voyez les choses. Alors, bien sûr, nous, on y est sensibilisés. Moi, j'en ai parlé à la ministre, Madame Vargon. Mais vous allez nous expliquer comment vous voyez les choses, ce que vous feriez, ce que vous attendez comme indemnité à ce moment-là de la part de l'État. Et puis, vous allez nous donner des conseils à viser, j'en suis sûr. Alors, le concours de la force publique, il dépend donc du préfet.
il faut comprendre que toute la procédure d'expulsion, j'ai oublié d'en parler, mais les formalités qu'on vous demande pour dénoncer à la CAPEX, etc., c'est parce qu'il y a une enquête sociale qui est menée d'ailleurs parallèlement sans que vous, bailleurs, vous soyez informés. En général, on découvre les résultats de l'enquête sociale à l'audience, quand on veut bien nous les communiquer. C'est quand l'enquête sociale, on peut le comprendre, c'est effectivement pour envisager quelles seraient les solutions de relogement pour les personnes expulsées. Sauf que moi, ce que je reproche au système, c'est qu'on vous fait à vous, propriétaires bailleurs, payer l'addition. C'est à vous, effectivement, de payer à la place de l'État le relogement. Donc, en fonction du profil du locataire, de l'occupant, parce que c'est plus un locataire, c'est un bail résilié, donc c'est plus un locataire, c'est un occupant sans droit ni titre, le préfet accorde ou pas le concours de la force publique. Dans les cas où il y a des enfants, il n'y a jamais de concours de force publique, on peut le comprendre. Personnes âgées, personnes malades, jamais de concours de force publique. Mais en plus de ça, on ajoute des obligations, c'est que maintenant on vous dit, avec la crise, les directives du gouvernement, et on peut le comprendre encore une fois, c'est pas un jugement de valeur que je dis, je reste dans le droit, c'est qu'il n'y aura pas de concours de force publique s'il n'y a pas de solution de relogement ou à minima d'hébergement. Bonne chance, en région parisienne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc vous attendez le feu vert du préfet. Donc là, le conseil que je donne, et c'est très difficile, c'est-à-dire qu'il faut être derrière votre huissier parce que c'est votre huissier qui est en contact avec les services de la préfecture et il faut que votre huissier sollicite le concours de la force publique, fasse des réitérations de concours de force publique, qu'il soit vraiment derrière, qu'il insiste. Donc ça, vous insistez sur l'huissier. Je pense qu'on pourrait peut-être faire venir dans une prochaine réunion aussi un huissier pour qu'il nous dise en même temps et puis qu'on puisse… oui, parce qu'ils ont des difficultés pratiques aussi, certainement, auxquelles on ne pense pas. Mais c'est extrêmement compliqué. On a affaire à une administration, on n'a pas forcément de réponse. Donc, l'huissier doit être derrière, vraiment derrière, sollicité, etc. Et moi, je vous conseille d'écrire au préfet. Vous écrivez au service d'expulsion locative pour essayer d'expliquer pourquoi votre dossier est important et pourquoi votre dossier mérite que le préfet l'examine sous un angle qui n'est pas que celui de l'occupant, mais également celui du propriétaire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une décision de justice définitive doit être exécutée. L'État a l'obligation d'apporter son concours. C'est prévu par l'article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Donc l'État, en fait, en n'accordant pas le concours de la force publique, il refuse d'exécuter une décision de justice. C'est quand même, quand on y pense, quand on prend un peu de recul, c'est quand même assez choquant. Donc le conseil que je donne moi à mes clients et que je vous donne à vous aujourd'hui, c'est quand vous avez un refus de concours de force publique, il faut, puisque l'État engage sa responsabilité en refusant d'agir, il faut déposer ce qu'on appelle un recours indemnitaire pour refus de concours de force publique. Ce recours indemnitaire est très intéressant déjà sur le plan financier parce que ça marche dans 90% des cas. On arrive même à négocier avec les préfectures. À Paris, moi, je négocie beaucoup de protocoles avec des préfectures. Et la préfecture va s'engager à indemniser le propriétaire bailleur. Alors attention, le préfet ne va pas payer la dette de loyer, c'est-à-dire la dette antérieure. Il va payer les indemnités d'occupation, en gros l'équivalent du loyer qui vont commencer à courir à compter du refus de concours de force publique. Donc toute la période où vous avez eu un refus de concours de force publique jusqu'à la libération effective des lieux doit être prise en charge par l'État. Donc c'est une consolation. Mais uniquement à partir du moment où le préfet refuse. Oui, c'est important de le comprendre. Il ne faut pas croire qu'il va vous payer l'État la dette de votre locataire, non. Mais alors ça, l'intérêt évidemment principal, vous l'avez compris, c'est effectivement de récupérer quand même une indemnité. Et du coup, les mois, si vous êtes indemnisé par le préfet, ça vous semble un peu moins long, forcément. Mais par rapport aux dégradations qui arrivent pendant ce délai, il y a quelque chose… Ça, c'est compliqué à obtenir. C'est compliqué à obtenir, c'est difficilement… non, en général, on obtient l'indemnité d'occupation et on est déjà content. Parce que je vois quand même là, dans les réponses qu'on a que plus le temps passe, ce qui ressort quand même de ce que je vois, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a les impayés de loyer et puis à côté, il y a les dégradations. Et les dégradations, plus le temps passe, de ce que je lis là. Un locataire qui ne paye pas son loyer n'en contient pas le… Voilà, et je vois que c'est de plus en plus conséquent, donc c'est effrayant. Alors j'avais une autre question, mais c'est un petit peu pareil, mais c'est par rapport au refus de la force publique, mais c'était avec un congé. Suite à un congé pour vente au 31/3/2019, il a fallu une décision de justice fin octobre 2019 pour l'expulsion. Il y a eu le Covid, trêve hivernale. L'huissier a demandé le recours à la force publique qui lui a été refusé. Donc là, on est pour un congé pour vente. Donc là,
on était au 31/3/2019 et on est en septembre 21. Il n'a toujours pas obtenu. Donc, et il n'a toujours pas obtenu. Donc, ce que je conseille à ce monsieur, et comme à tous, quand vous avez un refus de concours force publique, faites un recours indemnitaire, parce qu'effectivement, vous allez être indemnisé, mais surtout, et ça, moi, je l'ai remarqué, alors, c'est pas écrit dans les textes, curieusement, les dossiers où le préfet voit, ah tiens, ce dossier nous coûte de l'argent, il y a eu un recours. Mais là, c'était pour vendre. Oui, mais peu importe. Il a eu un refus de concours force publique. Oui. Donc là, il va y avoir il doit être indemnisé. Oui, mais sur quelle base? Parce que sur la base de l'indemnité d'occupation, parce qu'il y a une valeur locative. Il dit, après, il s'est mis d'accord avec la préfecture. Ça vaut tant. C'est une transaction avec la préfecture. Voilà. S'il n'y a pas de transaction, on peut aller après devant le tribunal administratif. Alors là, c'est encore une procédure beaucoup plus lourde. Mais à Paris, en région parisienne, alors, dans la plupart maintenant des consignes d'ailleurs du gouvernement, c'était aux préfectures indemniser les propriétaires victimes de concours de force publique. C'est comme ça qu'on nous a vendu d'ailleurs la prolongation de la trêve hivernale au 10 juillet. Donc objectivement, il faut le faire, mais c'est surtout ça qui est important, c'est quand vous faites votre recours indemnitaire pour refus de concours de force publique, moi j'ai remarqué que ça a accéléré le processus. Et curieusement, on obtient plus rapidement finalement le concours de la force publique dans les dossiers où il y a eu une demande indemnitaire que dans les dossiers évidemment où le propriétaire n'a rien demandé et est resté sagement, patiemment, sans embêter le préfet, sans demander d'indemnité. Donc, si tous vos adhérents victimes de refus de concours de force publique s'unissaient et disaient nous on y va, on attaque les préfets, on demande des indemnités, peut-être que ces dossiers-là vont être traités beaucoup plus rapidement en préfecture. C'est facile à comprendre. Alors on pourrait peut-être faire un article d'ailleurs là-dessus dans la revue, donc on en reparlera et puis on vous tiendra au courant. Le recours indemnitaire pour refus de concours de force publique, faites-le. Ça marche, ça fonctionne et je crois vraiment qu'il y a un effet accélérateur sur la procédure d'expulsion. Je précise quand même une chose, parce que on est souvent tenté, quand on voit que c'est ce parcours du combattant de la procédure d'expulsion, moi j'ai beaucoup de clients qui ont voulu se faire justice eux-mêmes malheureusement. C'est-à-dire que si vous essayez, vous, d'expulser votre locataire vous-même… Alors ça, c'est important, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Avec des gros bras. Voilà, alors là, le danger réel, il est là, et nous, à l'UNPI, on se bat pour ça. On sait bien sûr que c'est toujours un drame pour un propriétaire, pour un bailleur, quand on est face à un locataire indélicat. Mais je pense que vous pouvez peut-être dire un mot comme nous, on le fait partout dans nos chambres UNPI, mais rappelez qu'en réalité, la loi, elle n'est pas du côté du propriétaire. Donc là, pas du tout. Il faut vraiment, je pense que vous allez rappeler un peu c'est pénal. Les peines encourues et les amendes. C'est un délit pénal qui est dans le code pénal. C'est-à-dire que si vous faites justice vous-même, en gros, si vous sortez vous-même votre locataire, même si vous avez obtenu une décision de justice d'expulsion, même si vous avez obtenu une décision de justice d'expulsion, vous encourez une peine d'emprisonnement de 3 ans et 30 000 € d'amende. Pour mémoire, un squatter qui rentre chez vous par effraction, lui, ne risque une peine de 10 000 € et 1 an de prison. Cherchez l'erreur. En tout cas, ne vous faites pas justice vous-même. Vous avez compris, je vais conclure sur cette procédure d'expulsion. Donc, c'est vraiment un parcours du combattant. Elle est très longue, vous l'avez compris, elle est difficile à obtenir. Elle est toujours aléatoire puisqu'elle dépend, des délais légaux de procédure que je vous ai rappelés, les 2 mois. Ensuite, elle dépend de la clémence du juge. Et croyez-moi, ils sont relativement cléments. Je trouve que ça s'améliore ces dernières années, mais le locataire a quand même une place centrale et le bailleur, c'est quand même le vilain petit canard. Et troisièmement, ça dépend, vous l'avez compris, enfin, du bon vouloir de l'autorité publique, c'est-à-dire le préfet, qui lui a des considérations d'ordre public qui malheureusement vous concernent pas, vous, propriétaire bailleur. Donc, plus que jamais, je crois que ça reste un chemin parcouru d'embûches. Un chemin de croix. Un chemin de croix. Alors là, j'ai un autre exemple, maître. Alors là, c'est des gens qui ont mis 6 ans pour expulser un locataire, 6 ans. Alors, il y a dû avoir des appels, il y a dû avoir… Voilà, il y a eu des appels, c'est effectivement, je vous résume, c'est à Toulon, dans le Var. Et donc là, il parle des frais de procédure, frais de syndic, etc. Mais disons que le locataire, après, une fois que les décisions de justice ont été défavorables, j'allais dire entre guillemets qu'il s'est vengé sur l'appartement. Et donc, ils ont retrouvé l'appartement après ça qui a été rempli d'immondices, 1800 € pour évacuer l'évacuation des gravats et nettoyage avant de refaire l'appartement. Donc, la question, là, c'est 1800 € pour vider les gravats, la vengeance là. C'est compliqué parce que, en fait, les dégradations, quand vous faites la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers, vous ne connaissez pas l'état de l'appartement, vous n'êtes pas rentré dans l'appartement. Donc, vous ne le savez pas et vous le découvrez une fois que l'expulsion est ordonnée. C'est là que vous découvrez l'état de l'appartement et les dégradations. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper
dire au juge, il y a des dégradations si vous ne le savez pas. Donc, on ne peut pas faire de demande au stade du premier procès. Donc là, dans ce cas-là, s'il veut se faire rembourser ces 1 800 €, là, il faut qu'il refasse une procédure, si vous voulez. Donc la constat d'huissier. Deuxième procédure, ouais. Mais ça coûtera plus cher, la procédure, que les 1 800 €. Il va laisser tomber. Il y a un mot là-dessus. On a parlé de l'expulsion, effectivement, mais un dossier d'expulsion, c'est toujours aussi un dossier de loyer impayé. Donc, il y a deux objectifs. C'est poursuivre l'expulsion, c'est-à-dire pour récupérer son bien, mais également récupérer les loyers impayés. Et moi, mon expérience en tant qu'avocat au cabinet, depuis 18 ans, c'est que je n'ai pas de statistiques, mais je peux vous dire que ça doit être dans 90% des cas. Alors, effectivement, on finit toujours par récupérer l'appartement ou la maison. Par contre, les loyers impayés, c'est très rare qu'on en voit la couleur. Et la plupart des clients, malheureusement, se font une raison. Ils savent que leur créance, et parfois ça va très très haut, hein, il y a plusieurs milliers d'euros quand les loyers, il y a eu des années de loyers impayés. Malheureusement, on n'en revoit jamais la couleur. Je précise quand même qu'un titre exécutoire, donc une décision d'expulsion, une décision qui condamne un locataire à payer des arriérés de loyer, on peut quand même la faire exécuter pendant 10 ans. Donc parfois, rappelez-le, c'est important. Parfois, moi j'ai quelques clients qui ont qui ont les dents dures, qui n'oublient pas, qui attendent quelques années que le locataire se refasse une santé, qui refont une requête FICOBA 5 ans plus tard avec leur titre exécutoire. Donc ça, je pense que c'est important. Oui. Alors on pourra peut-être y revenir une prochaine fois, mais sur cette requête FICOBA, effectivement, parce que 10 ans après, les choses ont pu tourner. Et puis le locataire indélicat, il a peut-être pu se transformer en cadre moyen, et puis peut-être qu'il va être obligé de payer. Alors, je vois des questions là qui défilent. Oui, alors répondez, puis j'en ai une autre là-dessus. La décision, le titre exécutoire, quand vous avez un jugement d'expulsion, vous avez un titre exécutoire qui vous permet effectivement de faire des saisies, quelles que soient des poursuites. Vous pouvez faire des saisies sur salaire, des saisies rémunération, des saisies d'attribution. Un truc qui fonctionne bien, moi c'était un huissier qui m'avait dit ça quand je démarrais dans le métier. Il m'avait dit la première chose qu'il faut saisir, c'est la télé. Alors c'était il y a 15 ans. Il dit quand on saisit la télé, en général, ça fait payer. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais il y a des moyens. Par exemple, si vous savez qu'il a une voiture, votre locataire, alors c'est pas facile. Je vous donne un exemple concret, mais une voiture, c'est pratique pour aller travailler. Donc vous arrivez, l'huissier, il sait où le locataire garde sa voiture, il vient, il met un sabot sur la voiture. Il y a des choses comme ça, mais ça encore, il faut être extrêmement informé. Alors là j'ai une question qui va un petit peu dans ce sens-là. Alors là, c'est une dame qui a 75 ans, qui est de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, la dame, 2 ans de procédure, elle n'arrive pas à avoir le refus de concours de la force publique, 25 000 € de créance, elle a 75 ans, elle a une petite retraite, elle demande, s'il lui arrive quelque chose, est-ce que c'est des héritiers ces héritiers pourront-ils toucher le montant de la dette qui court? Oui, pour reprendre, s'ils acceptent la succession, effectivement, ils seront subrogés, comme on dit, dans ses droits et obligations à cette dame, donc ils pourront reprendre à leur compte la procédure. C'est pas forcément un cadeau de récupérer une procédure d'expulsion, malheureusement. Et vous voyez, 25 000 € d'arrivée de loyer, malheureusement pour elle et pour ses présomptifs héritiers, ses héritiers, c'est pas sûr qu'ils en voient un jour la couleur. Donc prenez des assurances loyers impayés, enfin ça vous savez ça mieux que moi, il faut prendre des garanties. Oui, c'est un autre. C'est encore un autre dossier. Mais effectivement, on sait très bien qu'à la fin, c'est très rare d'obtenir une indemnisation à 100% et un remboursement à 100%, évidemment, des dettes de loyer. Alors là, on avait une question de Dominique Billot. Y a-t-il des recours devant la Cour de justice européenne? Non. Alors, en fait, la Cour de justice, c'est quand vous avez épuisé tous vos voies recours, etc. Il y a peut-être eu des recours, vous savez, dans la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la procédure est tellement longue que la France a probablement été condamnée, vous savez, pour le non-respect du procès équitable, parce que les procédures sont beaucoup trop longues. Mais la procédure d'expulsion dont on parle ce soir, c'est une procédure de proximité qui se fait devant le tribunal de proximité, enfin le juge des contentieux de la protection. C'est là que ça se passe. S'il y a un appel, ça se passe devant la cour d'appel. C'est tout. C'est rarement des dossiers qui vont plus haut que la cour d'appel. Ça s'arrête toujours là. Alors, on avait une autre question qui était intéressante là, de Michel Grenu. Au-delà de 10 ans, on ne peut plus rien réclamer, même si le locataire payait un peu régulièrement. C'est-à-dire s'il y avait un échéancier, mais que ça se prolonge dans le temps. Et alors, on peut dépasser les 10 ans. Les 10 ans, c'est par rapport à la décision de justice, c'est-à-dire le jugement qui condamne à payer. Voilà. Donc, le fait qu'il ait payé un peu régulièrement, pour moi, ça ne change rien. Sauf erreur, c'est, voilà, vous avez un titre qui est condamné à payer 10 000 €, vous pouvez pendant 10 ans essayer de récupérer ces 10 000 €. C'est ça que ça veut dire.
Alors, la question de Philippe Morisseau, est-ce que cela change quelque chose si le locataire n'a pas payé dès le premier mois, ni le dépôt de garantie, chèque sans provision? Ben oui, il faut faire un commandement. Vous pouvez faire un commandement de payer, y compris pour le dépôt de garantie qui n'aurait pas été versé à la signature du contrat de location. Là, on peut dire que ça part mal. Là. Ah ben ça part mal, on le voit souvent ça. On le voit souvent, le coût du dépôt de garantie. On pourrait aussi faire un sujet sur le dépôt de garantie, parce que c'est aussi un sujet de contentieux très fréquent, la restitution du dépôt de garantie. C'est aussi un point, effectivement, qu'on rencontre. Alors là, on a un autre cas, mais alors j'en ai vu 2 ou 3 comme ça. Alors là, c'est l'expulsion du locataire. Au bout de 2 ans, pas de recours à la force publique, et puis le locataire s'en va et il installe son frère qui devient squatteur. Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ça soit au sens juridique un squatteur, puisque le squatteur, je connais bien la question. Oui. Le squatteur, c'est celui qui rentre chez vous par manœuvre, par contrainte, par effraction, si vous voulez. Là, on lui a remis les clés. Donc, c'est une personne qui était hébergée, sachant que l'hébergement, vous ne pouvez jamais interdire à votre locataire d'héberger un tiers chez lui, donc son frère en l'occurrence. Alors il dit que le frère est rentré une fois que l'autre est parti. Hein. Oui, alors bon, si c'est vraiment un squatteur, c'est-à-dire s'il est rentré, vous avez compris, par effraction, en changeant les serrures par exemple, par une fenêtre, etc., effectivement, c'est un squatteur. Alors on pourra en reparler, mais là, il y a une procédure particulière pour les squatteurs qui est ce qu'on appelle la procédure administrative d'évacuation forcée. C'est l'article 38 de la loi DALO qui a été récemment amendé par le gouvernement à la suite de plusieurs affaires médiatiques dont je faisais partie. C'est une petite réformette pour calmer les mécontents. En gros, on dit quand il y a un cas de squat, on ne passe pas par cette procédure judiciaire là que je viens de vous expliquer, qui est effectivement fastidieuse. On ne va pas voir le juge, on va voir le préfet. Et c'est le préfet qui ordonne l'expulsion, enfin pas l'expulsion, l'évacuation des squatteurs. Pour ça, il y a 2 conditions à remplir. Une plainte pour violation de domicile. Donc, je vous passe le détail, résidence principale, tout ça, normalement ça s'est supprimé. Il y a eu plein de fausses croyances, encore des gens qui pensaient qu'il fallait que ce soit la résidence principale, etc. C'est plus le cas. Et deuxième condition, et ça c'est plus compliqué, croyez-moi, à obtenir, il faut que l'infraction ait été constatée par un OPJ. Parce que moi, j'ai eu des cas où l'OPJ ne voulait pas se déplacer, il avait mieux à faire. Des choses plus importantes à faire. Donc, une fois que vous avez rempli ces 2 conditions, le propriétaire, s'il est victime de squatteur, peut saisir le préfet d'une requête, il faut la motiver. Et normalement, en théorie, vous dit la loi, le préfet dispose d'un délai de 48 heures pour vous répondre. Sauf que ce délai de 48 heures, il est intenable. Donc, vous voyez qu'on attend 2 ans dans les dossiers pour avoir un concours de force publique. Donc, 48 heures pour obtenir le concours de la force publique, ça n'existe pas, ça n'est pas matériellement possible. Donc, en fait, il y a eu quelques retours là depuis 6 mois. On s'aperçoit que dans les cas où le concours de la force publique a été accordé pour les squatteurs, c'était plutôt 1 semaine, 10 jours. Et moi, ce que je constate, c'est que ça s'obtient quand les dossiers sont médiatisés. C'est grâce aux médias que moi, j'ai pu obtenir des concours de force publique. Parce que si j'étais resté tout seul dans mon coin avec mon client, je n'aurais pas eu le concours de la force publique. Bon, alors, on va prendre deux dernières questions, maître, puis parce qu'on est déjà au terme de l'heure et demie. Là, alors, on a une question, je vous laisse la faire découvrir à nos auditeurs. Alors, commandement de payer en octobre, assignation en mars 2021 et audience programmée en mai 2021. L'avocat ne l'a pas mise au rôle. Alors ça, c'est fâcheux. C'est-à-dire qu'il n'a pas dû enrôler son assignation, il n'a pas placé l'assignation. Procédure nulle. Devons-nous repartir du commandement de payer ou juste de l'assignation? Alors, vous devez repartir que de l'assignation. Votre commandement de payer est toujours bon. Vous pouvez le garder. Il n'y a pas de problème pour ça. Quid si le décès d'un des bailleurs durant la procédure? Et oui, on retombe comme la dame, vous voyez ce que je veux dire? C'est que les gens perdent un petit peu le moral et donc eh ben, ils se retrouvent… Alors, la procédure n'est pas nulle, parce que c'est pas le terme, mais elle est suspendue par le décès d'une des parties. Mais c'est comme pour le cas de cette dame, les héritiers peuvent reprendre la procédure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va évidemment retarder considérabablement la procédure. En tout cas, voilà, vous pouvez repartir de l'assignation. Alors, on va prendre la dernière question que j'ai là, mais parce que c'est une question qui est, j'allais dire… C'est 1h30, ça fait que 1 heure. Ça fait un paysage, là, cette question-là. Alors, la question, là, elle revient souvent. Hein. Alors, il y a les dégradations qui viennent tout le temps, c'est pour ça que je voulais qu'on arrive maintenant sur les dégradations et puis aussi
sur les troubles de voisinage, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, c'est frappant quand on regarde tous les témoignages, c'est que les gens, ils sont confrontés justement aux impayés, et je pense que c'est pour ça qu'on pourrait peut-être garder la dernière partie pour ça, mais donc c'est tout cet enchaînement avec les dégradations qui viennent de plus en plus fréquentes, et puis je vois, alors après, là, c'est les troubles de voisinage. Donc, en réalité, c'est tout le monde qui déménage de l'immeuble, quoi, puisqu'apparemment, après, ça devient compliqué. Et finalement, c'est les autres familles qui s'en vont, là. Alors, est-ce que ça peut accélérer la procédure? Alors, j'en ai pas parlé. Quand on rédige l'assignation, quand j'ai défini la deuxième étape, pourquoi aussi c'est important pour un avocat? Parce que dans l'assignation, on ne va pas dire que voilà, le locataire ne paye pas son loyer, le locataire n'a pas présenté son attestation d'assurance, mais si le locataire a un comportement indélicat et effectivement crée un trouble, ce qui arrive hein, dans l'immeuble, il faut aussi fournir des pièces et le prouver. Ça peut jouer, ça peut vous aider parce que le juge va se dire, effectivement, il faut… Alors là, vous conseillez quoi? Moi, je conseille de réunir des témoignages, il faut fournir des attestations en bonne et due forme. Parce que là, les locataires, les autres locataires, ils s'en vont, mais ils ne vont pas vouloir, vous doutez bien que ils vont pas vouloir payer. Une population qui doit être… ce qui est sûr, ils ne vont pas témoigner. Donc, vous conseillez quoi? Des enregistrements Non, parce que devant le juge civil, ça ne fonctionne pas. Les enregistrements, c'est pas une preuve recevable. Il faut que des pièces écrites. Donc, il faut la meilleure preuve, c'est ce qu'on appelle l'attestation. Il y a des formulaires SAFA qu'on trouve sur Internet. Je sous-signais le nom, copie de la carte d'identité, et on explique exactement ce qui s'est passé, quelle est la nature des troubles, quelle est la nature du trouble. Alors apparemment, ça ne suffit pas, puisque les gens, ils s'en vont, mais vous vous doutez bien, apparemment, ils ne veulent pas faire de témoignage, ils s'en vont, et puis ils vont chercher un appartement ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Donc, ça suffit pas. Obtenir, vous savez, une expulsion avec un locataire qui paye son loyer, mais qui a un comportement indélicat, c'est impossible. Ça ne suffit pas. L'expulsion, c'est vraiment le loyer impayé. Si vraiment, ou alors il faudrait vraiment, je l'ai vu là à Nice, vous avez vu cette affaire qui a défrayé la chronique à Nice, c'est parce que le locataire avait dealé dans le hall de l'immeuble, effectivement, et que le bailleur a obtenu, d'ailleurs par le parquet directement, ça c'est un autre sujet, mais la condamnation, c'est ça qui lui a permis d'obtenir rapidement une procédure d'expulsion. Parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'un locataire, son obligation principale, c'est de payer le loyer, mais c'est effectivement d'assurer une jouissance, de jouir paisiblement des lieux, c'est-à-dire d'occuper les lieux en bon père de famille, donc de ne pas créer de troubles au voisinage, de se comporter normalement. Vous conseillez quoi, par exemple, constat d'huissier, la police la nuit? Oui, appeler la police, donc multiplier les mains courantes, il faut alimenter le dossier. Multiplier les mains courantes, alimenter le dossier. Les témoignages. Constat d'huissier sur le bruit. Constat d'huissier, si c'est possible, parce que c'est compliqué. Constat d'huissier, le bruit, c'est toujours difficile. On peut même aller, si c'est des bruits vraiment récurrents, on peut même faire des études, parce que parfois c'est tout simplement un problème d'isolation, ça c'est technique, donc on peut faire des études acoustiques, etc. Mais le trouble de voisinage, il faut la procédure pour trouble anormal de voisinage, elle doit être fondée sur des pièces. Donc c'est toujours le demandeur, le plaignant, qui doit apporter la preuve de ce qu'il avance. Mais le propriétaire qui lui, parce que le cas qu'on voit souvent, c'est vous êtes propriétaire, vous ne savez pas comment se comporte votre locataire, vous n'êtes pas informé, donc c'est souvent la copropriété, c'est le syndic qui vient vous chercher. Monsieur, vous êtes propriétaire du lot numéro 20 dans cet immeuble, votre locataire fait la nouba toutes les nuits, fait du Airbnb sous vous sur Airbnb, il y a des fêtes, etc. C'est vous qui êtes responsable. Et le syndic engage des procédures contre vous. Donc, pareil, là, il ne faut pas attendre, il faut tout de suite que le propriétaire agisse et engage une procédure en résiliation de bail contre son locataire parce que effectivement, il ne respecte pas la destination des lots. Alors là, il y a une dame dans l'Aude, un petit village à côté de Carcassonne. La gendarmerie ne vient pas réaliser son travail. Il devait partir le 30 août. Elle se demande s'il ne joue pas la montre pour attendre la trêve hivernale. Alors là, vous pouvez peut-être rappeler qu'il faut passer… Alors la case, effectivement, parce qu'on n'en a pas parlé, le préfet, quand il accorde le concours de la force publique, c'est après cette longue enquête sociale. En général, le locataire, il est convoqué par le commissariat. Voilà, donc ça c'est important, je pense, de le rappeler. Quelques jours avant l'expulsion. Le commissariat ou la gendarmerie. Ou la gendarmerie, bien sûr. Il y a un rendez-vous qui est pris et en général, alors moi, je n'ai jamais été à ces rendez-vous-là parce que ils se discutent, ils disent voilà, on va ordonner une expulsion parce qu'ils font ça, c'est intelligent, c'est pour éviter quand même qu'on en arrive à l'extrême limite, c'est l'expulsion manu militari, parce que l'expulsion manu militari, croyez-moi, ça fait plaisir à personne. Il n'y a pas un locataire, croyez-moi, qui a envie de se faire expulser manu militari. Donc, heureusement, il y a beaucoup de dossiers qui se dénouent spontanément. Le locataire finit par partir spontanément, mais à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire au moment où il sait vraiment qu'il n'y a plus de possibilité et que la police va arriver.
L'expulsion manu militari, moi j'ai jamais vu ça, mais j'ai vu, je sais comment ça se passe avec mes huissiers, c'est quand même compliqué, ça coûte cher pour le propriétaire bailleur parce que il doit payer l'huissier, il doit payer des témoins, parce qu'il faut des témoins, c'est prévu, et parfois il faut payer un serrurier, il faut payer toujours un serrurier, ça coûte très cher, et surtout après, il faut parfois payer un garde-meuble ou s'occuper des meubles du locataire. On ne peut pas les mettre comme ça à la poubelle, à la décharge. Il y a toute une procédure qui est soumise d'ailleurs au juge de l'exécution, et en général, on ne récupère pas les clés tout de suite après l'expulsion. Il faut attendre l'expiration d'un délai, si vous voulez, légal, qui permet au locataire de dire « moi, je vais venir récupérer mes affaires ». Donc encore un délai dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui peut venir s'allonger, et pendant ce temps, vous attendez, vous ne pouvez pas encore récupérer la jouissance de votre bien. Alors là, il y a une dame qui a acheté, qui était dans un T2, elle a acheté un T3 avec son fils handicapé. Elle demande si le fait qu'elle soit avec un fils handicapé et qu'elle n'a pas d'appartement, est-ce que ça peut, est-ce qu'elle peut faire, elle peut aller voir, oui, est-ce que ça peut accélérer la procédure? Bien sûr, expliquer au préfet, c'est pour ça que c'est intéressant, voilà un cas concret où on peut expliquer au préfet, voilà ma situation à moi personnelle, voilà pourquoi moi j'ai besoin de récupérer rapidement mon appartement, parce que le préfet, il n'a pas d'enquête sociale pour le propriétaire. Il ne connaît que la situation du locataire. Donc, là, vous insistez, donc là, il faut que, voilà. Dites, là, il y a une question intéressante que j'ai vue passer sur le défaut d'assurance. C'est intéressant du locataire. J'en ai pas parlé. Le commandement de quitter, le payer, effectivement, il vise la clause résolutoire. Je vous parlais que des loyers impayés. Mais il peut également concerner le défaut d'assurance. Vous savez qu'un locataire a l'obligation d'être assuré contre les risques locatifs. Et donc, la plupart des clauses résolutoires couvrent également l'obligation d'assurance locative. Donc moi, c'est un moyen supplémentaire que j'utilise dans mes assignations quand je vois que le locataire n'a pas fourni dans le délai du commandement l'attestation d'assurance. Alors pareil, s'il n'y a que ça, s'il paye ses loyers et qu'il y a juste l'assurance qui manque, ça ne permet pas d'obtenir l'expulsion dans la pratique. Mais c'est un moyen supplémentaire, effectivement, qu'on peut utiliser pour solliciter l'expulsion. Moi, je le fais très, très régulièrement dans mes dossiers. Alors là, il y a une dame dans l'Allier, à Moulins. Les meubles, apparemment, le locataire est parti, mais il y a tous les meubles à l'intérieur, les effets. Ah bah c'est ça, c'est ce qu'on disait. Voilà. Il faut attendre ce fameux. Alors je crois que je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est un délai de 2 mois encore, pendant lequel, effectivement, si le locataire doit faire des démarches auprès du juge d'exécution pour récupérer ses biens. Alors là, le locataire, c'est peut-être qu'il est peut-être bien conseillé parce qu'il a versé 150 € par mois. Il a versé 2 fois 150 € en 3 mois. Ouais. Donc, est-ce que ça le maintient? Alors, s'il le fait au moment, dans le fameux délai de 2 mois, au début de la procédure, après le commandement de payer, ça peut avoir un effet, ça. Effectivement, si vous êtes locataire, que vous m'écoutez, et que vous recevez un commandement de payer visant la clause résolutoire, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas laisser passer le filet de délai de 2 mois. C'est de payer une partie au moins de la dette locative dans ce délai de 2 mois. Si vous payez dans les 2 mois, c'est terminé, le propriétaire ne pourra plus lancer la procédure. Si vous payez qu'une partie, normalement la clause résolutoire est acquise, mais vous pourrez faire valoir votre bonne foi. Si vous arrivez à l'audience qu'il n'y a plus de dette de loyer, le dossier sera classé. Alors, on a une question intéressante, là aussi, de Edgar Rochebein. Locataire âgé de 74 ans qui ne paye plus, procédure d'expulsion en cours, la municipalité a trouvé un HLM. La locataire refuse d'y aller. La locataire paye un loyer tous les 3 mois pour faire bonne impression. Comment continuer l'expulsion? Alors, c'est compliqué parce que voilà, le locataire âgé. C'est compliqué, maître. Hein, toujours, ouais. Mais là, 74 ans, bah, voilà, on comprend que le préfet. Mais même si elle refuse, alors. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, c'est le rôle du préfet. Le préfet qui devrait taper du poing sur la table en disant écoutez, on vous propose une solution de relogement. On fait notre boulot, nous, à la préfecture. On vous a trouvé un HLM. Évidemment, je pense que quand on est dans une situation malheureusement où on est sous la menace d'une expulsion, on peut plus trop faire la fine bouche et exiger d'avoir un logement qui correspond parfaitement à la situation antérieure. Donc, pour vous, propriétaire, il faut effectivement peut-être écrire aussi au préfet en disant je comprends pas pourquoi elle n'est pas expulsée puisqu'on lui a fait une proposition de relogement qu'elle a refusée, effectivement. Mais ça, c'est le rôle du préfet. C'est à lui d'apprécier au cas par cas, effectivement, la bonne ou la mauvaise foi. Alors, on a une autre question. Il y a des questions surprenantes. Hein. Alors là, on a une autre question. Il y a une porte blindée. Le locataire ne rend pas les clés. Il part, mais ils ne peuvent pas vérifier puisqu'ils n'ont pas rendu les clés de la porte blindée. Donc, les gens, vu qu'il y a 7 000 € de porte blindée, les gens, ils se posent la question de savoir s'il faut casser la porte blindée ou pas. Alors, si je comprends bien, c'est un autre cas, ça, c'est un truc aussi qui arrive, c'est ce qu'on appelle le départ à la cloche de bois. Nous, on est pragmatique, mais… je vois ça, c'est… Donc, le départ à la cloche de bois, on est… Là, je ne sais pas, mais s'il est vraiment parti à la cloche de bois, c'est-à-dire si le locataire est parti sans donner congé,
il est très dangereux pour le propriétaire de venir de casser la porte. Déjà, ça va lui coûter cher parce que ça coûte cher la porte. Mais surtout, si jamais le locataire revient dans 2 mois en disant ah, attendez, moi je vous ai pas donné congé et je porte plainte contre vous pour violation de domicile, vous risquez les 3 ans de prison et 3 000 € d'amende dont je parlais tout à l'heure. Il faudrait peut-être qu'on fasse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une procédure qu'on fasse quelque chose spécifiquement parce que c'est cette histoire de départ à la cloche de bois. Les risques sont élevés pour les propriétaires et je vois quand même ça revient ça arrive souvent. Les questions. Alors il y a une procédure qui est très méconnue, très méconnue, qui s'appelle la procédure Béteil. Qui permet, alors c'est pas vraiment une procédure accélérée, mais ça permet de vous saisissez un huissier. Vous dites, moi je pense que mon locataire a quitté les lieux, je vois que le courrier s'accumule dans la boîte aux lettres, il n'y a plus de signe de vie, le voisinage me dit qu'il ne le voit plus, etc. Donc vous envoyez l'huissier qui fait une mise en demeure au locataire de justifier qu'il occupe toujours les lieux, quoi, grosso modo. Si effectivement il n'y a pas de réponse, ça vous permet de gagner. Vous l'envoyez comment c'est l'huissier qui va, c'est le travail de l'huissier. Et à ce moment-là, il n'y a pas de réponse et ça vous permet effectivement de saisir par requête et non pas par assignation, si vous voulez, le tribunal en disant voilà, j'ai un locataire qui est parti à la cloche de bois, j'ai le truc de l'huissier qui prouve qu'effectivement il est parti à la cloche de bois, donc ça permet d'accélérer la procédure. Attention, à tout moment, si le locataire se manifeste, on repart dans la procédure traditionnelle puisque les droits de la défense doivent être respectés. Alors, moi, je ne le fais pas, cette procédure-là. En général, je vais directement en référé et c'est plus simple pour le client, ça lui fait gagner du temps. Alors, j'avais une autre question dans le Val-de-Marne. Alors là, c'est encore différent, puisque là, c'est le serrurier qui ne s'est pas présenté. Le serrurier mandaté par l'huissier ne s'est pas présenté. Et on est rentré dans la trêve hivernale. En 94, Val-de-Marne. Ce cas-là, Créteil. Alors pourtant, j'en ai vu des trucs, mais alors celui-là, je ne l'ai jamais vu. Oui. Il faut que. C'est pour ça que c'est bien de venir avec. Oui, non, mais alors franchement, il faudrait que, dans les explications à l'huissier, parce que le serrurier a été mandaté par l'huissier. Oui. En général, il est généralement payé d'ailleurs par l'huissier et l'huissier après vous facture à vous. Oui. Donc, il faut demander des explications à l'huissier. Je veux dire, là, le dommage du cours, parce il y a un préjudice considérable et donc. J'imagine que le serrurier est certainement assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et donc vous auriez un recours, ce monsieur aurait un recours contre l'huissier, peut-être contre le serrurier, enfin contre les deux, pour dire écoutez, vous n'êtes pas venu, il y avait un concours de force publique, vous deviez venir le 20 septembre pour expulser, ça n'a pas été fait. Et donc, je subis un préjudice. Sur la cloche de bois, vous voyez, je vois quand même, comment s'appelle cette procédure en cas de départ à la cloche de bois. Vous voyez, il y a beaucoup de questions sur la procédure, la requête Béteil. Ça, je n'ai pas préparé en D'accord, mais c'est pour ça que je Béteil, B-E-T-E-I-2-L-E de mémoire. Visiblement, il y a un vrai sujet sur ce départ à la cloche de bois. Ouais, donc, je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être une petite discussion, on fera quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent sur ce départ. En tout cas, pour le propriétaire, ce qui est important, c'est que si vous n'avez pas un congé du locataire, on ne peut pas considérer qu'il a libéré les lieux. C'est vraiment important de le rappeler. Donc, si jamais il vous rend les clés ou qu'il les donne à la concierge, ça ne vaut pas congé. Voilà, il faut qu'on ait un papier du locataire qui dit « je quitte les lieux, je vous donne congé ». Alors, je ne sais pas vous dans votre cabinet, mais je vois quand même beaucoup, je tourne les pages là. Alors, je ne vais pas passer les 600, mais là, je vois que par exemple, en Corot de Seine 92, Nanterre, le tribunal de Puteaux a décidé l'expulsion du locataire par un jugement rendu en septembre 2019. À ce jour, le préfet n'a pas ordonné, donc et visiblement, il y a. Voilà. Moi, je vous disais tout à l'heure, les dossiers de 2019, là, je crois qu'ils sont quasiment tous. Peut-être pas tous, mais normalement, ça ne devrait pas tarder pour ce monsieur. J'espère pour lui. Parce qu'on va arriver à la trêve. Là, en général, le mois d'octobre, c'est terrible, hein, mais là, il a le jugement, et ça va faire 2 ans. J'espère pour lui que ça va pouvoir être exécuté en octobre. Le mois d'octobre, pour les huissiers, c'est le pire mois. Ils passent leur temps à faire de l'expulsion. C'est d'ailleurs l'effet pervers, un des effets pervers de la trêve hivernale. Hein. Alors, après un commandement de payer resté sans effet, devons-nous répondre à nos obligations en tant que bailleur et donc de procéder à des réparations relevant du bailleur? Exemple, changement cumulus défectueux. Ben oui, ils ne payent pas, mais ils veulent de l'eau chaude. Oui, la réponse est oui. Vous devez continuer à assurer vos obligations de propriétaire-bailleur, puisque votre contrat de location, même si effectivement il y a une acquisition de clause rédhibitoire, il faut qu'elle soit quand même constatée par un juge. Donc, tant que le contrat de location n'est pas résilié et que la constatation d'acquisition de clause rédhibitoire n'est pas prononcée par le juge,
vous devez continuer, vous, en tant que propriétaire, à assumer vos obligations, à assurer une jouissance paisible des lieux locataires et donc à faire les travaux qui vous incombent si nécessaire. Donc là, vous comprenez que c'est compliqué pour un propriétaire qui n'est pas payé depuis 2 ans, voire 3 ans, et que son locataire va le traîner au tribunal pour faire changer le chauffe-eau. C'est un point important, j'insiste beaucoup. Moi, j'ai souvent eu des clients qui avaient voulu se faire justice eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont arrêté effectivement d'entretenir, parce qu'ils disent non, moi je ne suis pas payé, mon loyer ne vient pas, donc je donne pas, je fais plus rien. Mais non, on ne se fait pas justice soi-même, on ne peut pas se faire justice soi-même. Pareil, les locataires qui disent moi je ne paie plus mon loyer parce que mon propriétaire devait faire des travaux, il devait changer la chaudière, j'en sais rien, il ne l'a pas fait, j'arrête de payer mon loyer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La Cour de cassation n'arrête pas de le répéter. On ne peut jamais se faire justice soi-même en matière de contrat de location et de baux d'habitation. Alors là, j'ai une question avec les recours gracieux, là, vous voyez. Parce que là, commandement de libérer les lieux signifié le 9 mars 2021 et demande de concours de la force publique le 25 mai 2021. Pas de réponse de la préfecture. Une demande de recours gracieux va être effectuée. Alors j'explique ce que c'est. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je pensais que c'était un peu technique. Le préfet, quand vous lui demandez votre concours de force publique, si jamais il vous répond pas, vous faites ce que vous appelez un recours gracieux. C'est un recours administratif. Donc en gros, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception au préfet. Et vous dites, j'ai besoin du concours de la force publique dans ce dossier parce que j'ai obtenu une expulsion et mon locataire s'est maintenu dans les lieux. Si le préfet ne répond pas dans les 2 mois de ce recours gracieux, son silence vaut ce qu'on appelle en droit administratif décision implicite de rejet. Donc c'est ce silence du préfet que vous pourrez éventuellement attaquer devant le tribunal administratif. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est extrêmement complexe. En tout cas, dans un cas comme ça, le recours à un avocat est absolument indispensable, puisque vous allez poursuivre l'État devant le tribunal administratif compétent en responsabilité, parce que pas de concours de force publique et en plus préjudice, puisque je ne reçois pas… 13 525 € de dette, là, donc la propriétaire, elle peut s'attendre à quoi en frais? Alors, une procédure devant le tribunal administratif, c'est 2 ans de procédure. Donc, c'est aussi un parcours du combattant pour aussi faire une… Donc, vous comprenez pourquoi le pays est mobilisé sur ce sujet. C'est extrêmement décourageant. Comme autre question, maître? Alors… Là, je vois les renvois d'audience aussi quand même. Hein. Souvent, vous en avez parlé tout à l'heure sur les renvois d'audience. Alors, c'est frustrant. Les renvois d'audience ont fait sauter à l'année dernière. Et donc, vous dites combien maximum de renvois d'audience, puisque là, ils en sont à 3 renvois d'audience. Pour moi, c'est un maximum. 15 mois de loyer impayé, 11 560 € et 2 200 € de frais de justice. J'attends toujours les forces de l'ordre. 3 mois, c'est 3 renvois, c'est pour moi le maximum. Hein. Je pense que c'est rarement. Donc là, oui, mais là, la prochaine fois, ça ne sera pas renvoyé. Donc là, la 4e sera la bonne normalement. Oui, on n'en a pas parlé, le coût d'une procédure, parce que c'est important. Les gens pensent que ça coûte très cher. Oui, ça coûte cher, mais par exemple, une procédure, alors, au niveau des frais d'huissier, vous avez le commandement, c'est en général une centaine d'euros. Vous avez ensuite des significations de l'assignation et de la décision. Pareil, c'est 70 € à peu près par acte. Ça dépend après toujours si on arrive à trouver ou pas l'occupant. Et les frais d'avocat, en général, c'est entre 1 500 et 2 000 € hors taxe pour toute la procédure. Quand vous avez une dette de loyer de 15 000 ou 20 000 €, bon, le calcul est vite fait. Mais c'est vrai que, je vous l'ai dit, il ne faut pas toujours s'attendre à récupérer malheureusement le montant des condamnations, puisque la plupart des condamnés sont malheureusement insolvables. Alors, vous pouvez peut-être dire un mot. Je vois aussi que la CAF s'arrête paradoxalement. Quand les gens ne payent plus, la CAF s'arrête. Là. Oui, alors ça, c'est un truc assez difficile à comprendre. C'est-à-dire que la CAF s'arrête parce que normalement, pour bénéficier de la CAF, il faut payer son loyer, donc il faut fournir des quittances. Donc la CAF, c'est logique, s'arrête de verser. Donc ça augmente. Parce qu'il n'y a plus de quittance. C'est l'effet pervers, ça augmente. Eh bien, vous n'avez pas donné de quittance puisqu'on ne vous paye pas de loyer. Donc ça augmente le montant de la dette locative. Et c'est intéressant que vous posiez cette question, puisque moi j'ai vu dans des dossiers que souvent les bailleurs, le FSL, donc la CAF, le Fonds de solidarité logement, propose aux bailleurs des échéanciers qui viennent court-circuiter, si vous voulez, la procédure judiciaire qui est menée parallèlement devant le juge. Donc moi je vous conseille, c'est toujours l'objectif, ça dépend de l'objectif que vous avez. Si votre objectif c'est récupérer une partie des loyers impayés, et récupérer l'appartement. Ben non, si c'est pas récupérer, si c'est récupérer les loyers, acceptez les propositions que vous fait le FSL. Alors ça c'est important. Parce que si vous acceptez la proposition du FSL, vous vous engagez, ils vous font signer un truc comme quoi vous vous engagez à maintenir le locataire dans les lieux.
En revanche, si votre objectif, c'est de vous débarrasser, excusez-moi l'expression, de votre locataire et de récupérer votre logement, surtout, n'acceptez pas les propositions du FSL. Ne signez pas les plans d'appurement qui vous sont proposés par la CAF. Surtout pas. Parce que à ce moment-là, vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est pas possible. Vous ne pourrez plus expulser. Donc, moi, le conseil que je donne, si votre objectif, c'est l'expulsion, on ne répond pas au FSL, vous répondez en disant il y a une procédure judiciaire qui est en cours, nous attendons la décision du juge. Point. Et après, il sera bien. Vous aurez le temps après de voir éventuellement s'il n'y a pas des propositions plus tard. J'ai même eu le cas, et ça c'est quand même assez incroyable, dossier, décision d'expulsion, condamnation à payer des arriérés de loyer à hauteur de 15 000 €. Juge de l'exécution déboute la locataire de sa demande de délai de grâce, de sa demande, etc. Et derrière, on a ce qu'on appelle une commission de surendettement, qui n'est pas un organisme, qui n'est pas une juridiction, qui est venue dans une décision non contradictoire, c'est-à-dire sans consulter mon client, effacer purement et simplement la dette. Donc, vous voyez qu'on est dans un système où, clairement, vous avez des obstacles, puisque même la commission de surendettement, si vous avez gagné votre procès, si vous avez un titre exécutoire, peut venir décider d'effacer la dette locative de votre locataire sans que vous puissiez dire quoi que ce soit. Alors, j'ai encore une autre question. Alors là, ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce qu'on disait sur les comportements et les bruits et les incivilités. Ouais. Un locataire qui terrorisait ses voisins et leurs enfants a été arrêté de payer son loyer. Dès que la procédure a commencé, une assistance sociale est venue sur elle. Elle a tout fait pour faire prolonger la procédure d'expulsion au maximum, etc. Bon, je vous passe le truc. Donc là, quand il y a une assistance sociale, on va dire, qui se met dans le jeu, vous conseillez quoi? Mais c'est quasiment toujours le cas, puisque c'est son boulot, elle fait son boulot, l'assistance sociale. Effectivement, elle est informée, donc elle connaît tous les leviers, effectivement. Le problème, c'est que c'est pas contradictoire, ça se passe dans votre dos. Vous n'êtes pas informé des démarches, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc parfois, il y a des assistantes sociales très bien, moi, qui me contactent en tant qu'avocat, qui voient mon nom dans le dossier, qui me contactent et qui me disent, voilà, je suis l'assistante sociale, j'aide monsieur Tartampion, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution amiable, etc. Et donc c'est très bien parce que ça permet effectivement parfois de trouver des solutions. Je dis à mon client, écoutez, j'ai un contact, apparemment il propose un échéancier, il va peut-être pouvoir se remettre à flot, etc. Il ne faut pas non plus trop noircir. Effectivement, là, on est pour parler du parcours du combattant, mais le locataire mauvais payeur, il a aussi des difficultés. Alors après, moi, j'ai vu des cas où il y avait des locataires très mauvais payeurs et de très mauvaise foi qui font carrément des faux dossiers dès le début, qui ont triché sur les fiches qu'ils ont données à l'agence immobilière, avec des faux bulletins de paye, tout ça, je l'ai déjà vu. Mais la plupart du temps, malheureusement, ce sont des gens qui sont vraiment dans la difficulté. Alors là, quand vous parlez de faux dossiers, etc., là, c'est quelqu'un de Quimper, dans le Finistère. Alors, rentrer dans le logement avec un chèque volé et faux papier et faux dossier. Ça, c'est terrible parce que dès le début, on est tombé sur un pro. Hein, c'est une arnaque classique. Alors, faites appel à des agents immobiliers. En général, les agents immobiliers, ils ont plus l'habitude, ils regardent et ils peuvent quand même faire le tri. Mais parfois, on voit même des sites internet qui vous disent exactement quelles sont les pièces, comment faire un faux avis d'appel. Alors, j'en ai parlé, et c'est bien que vous parliez de ça, même, parce que moi, j'en ai parlé à la ministre de ce problème, et sur les squats aussi, parce que si vous tapez ça, c'est vrai que c'est quand même surprenant de voir que sur Internet, on peut facilement trouver, j'allais dire, des recettes, des méthodes pour le guide du parfait squatteur, propriétaire bailleur, et pour pouvoir aller squatter un appartement. Donc ça, je pense que c'est en discussion. On en a parlé aussi avec plusieurs députés, nous au niveau de l'UNPI, puisque nous on est là quand même, je rappelle, pour défendre les propriétaires, bien sûr, et puis pour les conseiller. Donc là, je ne sais pas où on va, mais disons qu'il y a une discussion, il y a une sensibilisation, on va dire. C'est intéressant. C'est délicat parce que où est la limite? Est-ce que c'est le devoir d'information? On a le droit d'informer les gens sur leurs droits, mais informer les gens sur leurs droits, c'est pas forcément les inciter à frauder et à commettre des délits. Donc la question est effectivement intéressante. Mais on trouve tout sur Internet. Hein. On trouve comment monter un faux dossier de candidature pour avoir une location, le guide du parfait squatter, etc., etc. Il y a tout sur Internet. Alors c'est vrai quand même que je vois aussi, il y a quand même beaucoup, et encore là, 2 ans de loyer impayé, avant d'arriver, etc. Faux bulletin de salaire, fausse lettre de recommandation de l'employeur. C'est vrai. Ça, c'est ce que j'appelle moi les pros entre guillemets, les locataires, les pros quoi, qui sont des. C'est un business. Hein. On va comme ça, on reste 2 ans, 3 ans quelque part, et puis on ira 2 ans ou 3 ans ailleurs, on sera expulsé, etc. On est insolvable de toute manière. Donc c'est vraiment dramatique. Et le propriétaire, il est obligé de faire cette procédure.
Et même quand vous avez un locataire avec un faux bail, etc., les délais sont les mêmes. Pas pour autant que la procédure ira plus vite. Donc sur les chauffe-eau, vous voyez visiblement là, il y a plusieurs personnes qui ont eu les problèmes de chauffe-eau, là on les a là. Donc là vous avez répondu oui, même si c'est pas payé, il faut changer le chauffe-eau. Oui. Vous avez répondu 2 fois de suite. Donc je pense qu'on est à 1h30 de réponse aux questions. Je pense qu'on a quand même bien déblayé le terrain. On va attendre les retours pour voir un petit peu toutes les questions qui n'auraient pas été traitées. Je pense que vous allez bientôt avoir sur le site un lien, et Elodie va bientôt mettre un lien sur le site, et puis on reprendra contact avec vous, on recommuniquera sur les réseaux sociaux pour donner la suite à cette première rencontre. Et puis je retiens quand même aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, là c'est sur la cloche de bois, les départs à la cloche de bois. J'étais quand même frappé du nombre de questions sur les départs à la cloche de bois. Je pense que c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on pourra peut-être apporter des questions aux gens qui nous suivent, à nos invités. Et puis, dans tous les cas, je les invite à rejoindre les chambres de propriétaires partout en France, d'aller poser des questions. On a des gens qui vont leur répondre, on a des gens qui ont l'habitude, malheureusement, de ça. Et puis après, vous reviendrez aussi vers nous, maître, avec votre expertise et puis votre sens du dialogue. Et puis on reprendra ça rapidement. Je vous remercie, puis je vais vous laisser l'occasion de conclure. Écoutez, merci. C'était une première pour moi, ce type d'exercice. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, il faut pas. J'ai dressé un tableau effectivement un peu pessimiste de la procédure d'expulsion, mais si vous êtes bien accompagné et si effectivement vous avez les bons réflexes, on finit toujours par y arriver. Donc il faut pas perdre espoir. Voilà, il faut se dire qu'effectivement on est mal tombé cette fois-ci et que ça sera mieux la prochaine fois. Alors exact, c'est vrai que là on parle d'une toute petite catégorie de locataires indélicats. La plupart du temps ça se passe bien. Des situations sensibles. On allait dire que dans la majorité des cas ça se passe très bien. Et comme nous on le dit souvent dans les ministères, malheureusement c'est cette toute petite partie et avec des incertitudes législatives qui fait que c'est compliqué pour tout le monde, parce que je rappelle quand même pourquoi que les gens sont en difficulté et les propriétaires sont particulièrement en difficulté parce que pendant ce temps-là, les charges elles courent toujours, les impôts fonciers ils courent toujours. Je veux dire, l'État c'est pas la maison du cadeau. C'est-à-dire qu'il loge des gens qui sont certes, je l'entends, en difficulté, mais il contribue, l'État, en continuant à pressurer le propriétaire victime, il continue malgré tout à paupériser le propriétaire, mais qui s'en sort comme il peut. Et quand on voit la complexité des choses, notamment avec les refus de concours à la force publique, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On fera des propositions. L'UNPI fera aussi des propositions. Merci, à bientôt. Au revoir.